En 1913, nouvelle grève générale, et cette fois le POB est parfaitement discipliné, ses caisses sont pleines, et il peut même se permettre de respecter la légalité. Le mouvement s'opère dans le calme, et il prend une ampleur considérable. Près de 400 000 ouvriers cessent le travail. Il apparaît rapidement que cette fois, les socialistes sont décidés à aller jusqu'au bout. Leurs députés, appuyés par les libéraux, remportent au Parlement un premier succès. Le principe, mais le principe seulement, d'une nouvelle révision est admis. Selon le mot d'Emile van der Velde, le suffrage universel est en marche. Voilà où l'on en est à l'aube de la guerre. Les principales revendications du Parti ouvrier belge ont obtenu gain de cause et il apparaît que même sans la grève de 1913, elles devaient aboutir tôt ou tard. Car un an auparavant déjà, en 1912, dans une lettre confidentielle qu'il adresse au roi, le Premier ministre catholique de Broqueville admet explicitement la nécessité de l'instauration du suffrage universel, d'une réforme de la législation sociale et même, pour un proche avenir, d'un gouvernement d'union nationale, donc avec les socialistes. Dès lors, tout s'explique, et particulièrement cette démarche de Franqui auprès du roi à l'OPEM. Franqui, champion du capital, défend les revendications socialistes car il sait que de toute façon, ces revendications ne peuvent plus être repoussées. Et Franqui sait aussi que ces socialistes, la bourgeoisie n'a aucun intérêt à se les mettre à dos car elle va en avoir le plus grand besoin après les hostilités. La bourgeoisie va avoir besoin d'une période de calme politique qui lui permette de renflouer l'économie et de hâter la reconstruction conformément à ses intérêts. Reste à emporter l'adhésion définitive du roi et le temps presse. C'est alors que Franqui envoie Janson à l'OPEM en novembre 1918. Alors, y est-il réellement un coup de l'OPEM, comme l'affirment Charles Woust et ses ultra-conservateurs? A-t-on réellement forcé la main du roi en lui dépeignant une situation quasi insurrectionnelle à Bruxelles et dans les grandes villes du pays, une situation qui en réalité n'existait pas? Ou bien, tout au contraire, le roi était-il persuadé a priori de la nécessité d'accorder ces réformes électorales et sociales, comme l'affirmeront de leur côté les socialistes et les progressistes? Car c'est la thèse qu'ils défendront par la suite, rappelant l'intérêt que le souverain a toujours porté aux questions sociales, la compréhension qu'il a manifestée à bien des hommes politiques de gauche, son souci réel d'améliorer le sort des travailleurs, de gagner à leur contact une vue plus claire de leurs problèmes. Ce roi fut-il, comme certains iront jusqu'à l'affirmer, un véritable roi de gauche? Albert de gauche, non, décidément, c'est un peu sommaire. Le roi, certainement, éprouve un attachement sentimental pour le monde ouvrier. Il le comprend. Mais de là à faire de cette compréhension affective une ligne de conduite politique, il y a un pas. Le roi est un démocrate, ou plus exactement, comme le dit l'un de ses biographes, un démophile. Il aime, il sait apprécier son peuple, et tout son peuple, y compris les plus humbles qu'il a eu l'occasion de juger dans les tranchées où la boue et ses misères confondaient les classes sociales. Mais politiquement, il n'en est pas partisan pour autant, par exemple, du suffrage universel. Et à vrai dire, il semble qu'il ait craint d'accorder un droit politique égal à chaque citoyen, alors que, selon lui, une majorité de ces citoyens n'était pas formée politiquement. Les remous sociaux l'obsèdent, les exemples révolutionnaires de la Russie et des empires centraux ne cessent de l'inquiéter. Cependant, il nous paraît certain, et ce sera là notre conclusion, que même si Janson a fait à l'OPEM un récit alarmiste de la situation dans le pays, ce qui paraît plus que vraisemblable, de toute façon, le roi ne se serait pas opposé au sens de l'histoire, il n'aurait pas mis son veto à un suffrage universel qu'il savait inévitable, même si ce suffrage universel devait être adopté en violation de la Constitution. Car les élections de novembre 1919, qui ont lieu au suffrage universel pur et simple, et qui voient, comme on pouvait le prévoir, un triomphe socialiste, ces élections sont bel et bien anticonstitutionnelles, en violation de l'article 47 de la Constitution, qui exigeait une dissolution préalable des chambres et leur réélection suivant l'ancien système électoral. Ce suffrage universel qui met fin à une longue majorité absolue des catholiques et qui ouvre ainsi une ère nouvelle dans la politique belge, ce suffrage universel a été adopté en vertu d'une simple loi. Du moins, est-ce une pieuse illégalité, car M. Franqui avait vu juste. Calmés par cette victoire qui leur donne au Parlement 70 sièges au lieu de 40 et 3 ministres au gouvernement, les socialistes vont collaborer avec ardeur au redressement des ruines. Cette collaboration du travail et du capital au service du pays va durer 3 ans,
Ensuite, les trois partis devenus traditionnels vont se partager successivement le pouvoir, avec tout ce que cela comporte de péripéties parlementaires et de mariages de raison, en un mot, une nouvelle vie politique